Allez, il est 11h31. Bonjour à tous. On va lancer le webinaire. Il risque d'y avoir des participants qui arrivent au fur et à mesure. On va rester dans le timing. Je suis ravie de vous accueillir tous aujourd'hui pour aborder un sujet basique, central, qui est de décortiquer ce qu'est la durabilité des produits. Donc, on a décidé de refaire cette thématique avant les vacances pour partir avec des bonnes bases. On a la joie d'accueillir Anne-Charlotte Bonjean pour ce webinaire qui travaille à l'ADEME. Tu vas pouvoir te présenter, Anne-Charlotte. On est ravis parce qu'on s'appuie beaucoup sur les études de l'ADEME ultra qualitatives. Donc, je t'invite, Anne-Charlotte, à te présenter et François se présentera en suivant pour le label Long Time. Bonjour à tous, donc Anne-Charlotte Bonjean, comme dit par Elsa, donc je travaille à l'ADEME, je suis dans les services centraux, donc les services techniques de l'ADEME, au sein de la direction économie circulaire, dans un service qui s'appelle éco-conception et recyclage. Et moi, mes missions, c'est de coordonner les sujets de durabilité et de ressources au sein de ce service, avec une grosse thématique de travail sur l'allongement de la durée d'usage des produits en lien avec les producteurs, avec les fabricants directement. Donc faire en sorte qu'on produise plus durable et plus réparable. Donc mes missions, elles sont multiples. C'est à la fois l'accompagnement du gouvernement pour l'application la mise en œuvre des réglementations, donc avec par exemple les pilotages de l'indice de réparabilité et de durabilité. Et après, il y a de l'accompagnement technique aussi auprès comment ça s'appelle, des fabricants, pardon, par soit de l'expertise sur le terrain, soit des apports qu'on peut faire via les études qu'on mène voilà, sur les thématiques de la réparation. Donc avec deux études phares publiées récemment de la mise à jour du panorama de la réparation qui fait une vue sur le marché de la réparation, les évolutions du marché de la réparation par secteur, qui a été publiée en 2022, et une étude plus récente sur les pièces détachées pour la réparation, donc qui est sortie en début d'année, qui avait pour objectif de faire un état des lieux de quels étaient du, du développement des filières, en fait, de l'état des filières des pièces détachées, spécifiquement pour la réparation. Et voilà, et d'autres études à venir dont je vous parlerai plus tard. Super, et ce sont, alors vous recevrez évidemment les slides de la présentation et vous aurez accès aux liens et à toutes ces études dans la librairie ADEME, euh, voilà, pour approfondir ces sujets. Merci, merci Anne-Charlotte. François, je vais te présenter en deux mots également. Oui, oui, bonjour à tous. Merci pour le nombre grandissant de participants qui nous rejoignent. Donc moi, c'est François Belin. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille avec les équipes de Long Time, donc dans l'entreprise Etikis, sur la partie plutôt technique, c'est-à-dire que Long Time, comme vous le savez peut-être déjà dans les participants, c'est un label pour promouvoir les produits conçus pour durer avec une quarantaine de critères. Donc, une partie de mon travail, c'est de participer à l'amélioration, l'élaboration de ces critères-là. Comme le disait Elsa, on se base effectivement beaucoup sur des études de l'ADEME qui sont très qualitatives, qui nous permettent d'affiner nos critères en termes de réparabilité, par exemple. Euh, voilà, entre autres. Donc, moi, je vais démarrer, si ça te va, Elsa, du coup, cette présentation, ou tu voulais peut-être dire un mot sur cette Non, slide-là, ben, en premier en lieu? deux mots et en parallèle, et pour rebondir sur ce que disait Anne-Charlotte, voilà, nous, alors, on est une entité privée, mais on travaille durablement sur l'allongement de la durée de vie des produits en accompagnant essentiellement les fabricants dans l'amélioration des pratiques, que ce soit au travers de formations, de scoring, on en parlera après, de diagnostic durabilité et in fine la certification pour valoriser les produits qui sont conçus pour durer et mieux informer les consommateurs en rayon pour faire un choix qui soit plus durable vers des produits qui sont dits durables. Mais on va décortiquer effectivement cette thématique-là. On va balayer les 3 points que vous voyez à l'écran, donc les enjeux de l'allongement de la durée d'usage des produits, vraiment définir ce qu'est la durabilité et comment on l'entend, et enfin, on va ouvrir la discussion sur les modèles de valeur et tout ce que vous pouvez intégrer aussi en entreprise pour participer à l'allongement de la durée de vie des produits. François, c'est à toi. C'est parti. Donc, on commence par une notion assez large dont vous avez probablement entendu parler, c'est l'économie circulaire, qui se met en opposition à des modèles plutôt linéaires, où on va avoir un produit qui est utilisé, puis jeté, et puis fin de la ligne. Une économie circulaire, c'est plutôt un cercle vertueux dans lequel on retrouve des grands piliers. Donc là, ici, on a 3 centraux.
Si je commence par le bleu, ça commence par une offre qui est adaptée aux thématiques d'éco-conception, d'économie circulaire, donc avec par exemple des approvisionnements plus durables, des produits éco-conçus, par exemple en diminuant l'épaisseur des matériaux, avec voilà, tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place. On passe à la partie verte ensuite avec plutôt le comportement des consommateurs, donc avec des achats plus raisonnés par exemple, et d'autres modèles de réflexion autour de la consommation des produits, qui est aussi plus circulaire pardon, et beaucoup moins linéaire. Comment on va en parler, c'est un peu le central aujourd'hui dans notre sujet, comment on allonge la durée de vie de son produit quand on est un consommateur, comment on peut le réparer, comment on peut avoir en tête ces thématiques-là d'entretien, de réemploi aussi. Et puis on a toute une partie ensuite recyclage en fin de vie, gestion des déchets et comment on s'occupe du produit quand il arrive justement à sa fin de vie pour que ça soit pas un trait tracé et qu'on perde toutes ces ressources qu'on a injectées dans ce produit-là, toute cette énergie et que tout ça soit jeté et non revalorisé. Donc l'économie circulaire, c'est vraiment cet état d'esprit de réutiliser au maximum tout ce qui a été impliqué dans cette fabrication d'un produit, qui implique énormément de choses, de l'extraction des matières jusqu'à sa fin de vie. Donc voilà, pour donner une petite vision, et on va recentrer la durabilité un petit peu dans cette notion d'économie circulaire. On y reviendra ensuite pour faire les parallèles entre cette notion assez générique et la durabilité. Donc je parlais de la phase d'extraction. Donc sans rentrer dans les détails, on a un produit, il a différentes phases de sa vie qui vont de l'extraction des matières. Par exemple, dans une télévision, on a extrêmement de matières différentes. On a de l'électronique, des cartes électroniques, des terres rares. Donc ça commence là. Puis ces étapes d'acheminement des matières, de fabrication, d'utilisation. Avant ça, il y avait la distribution du produit. Donc on a toutes ces phases-là qui ont chacune un impact. Le but d'une analyse de cycle de vie, c'est de mettre en valeur les gros impacts, les conséquences sur l'environnement pour chaque phase. Ce qu'on constate ici, ici on a modélisé 4 grandes phases, hein, pour résumer. On a la phase de fabrication, la distribution, la phase d'utilisation par le consommateur et puis sa phase de fin de vie. On voit ici en orange, ce qui ressort très nettement, c'est que la phase de fabrication a un gros impact par rapport aux autres phases. C'est la phase où justement on va avoir l'extraction des matières, etc., pour fabriquer le produit. Et donc pour cette typologie de produits, mais globalement pour l'ensemble des produits, mais particulièrement pour les 3 E, donc qui contiennent de l'électronique, on a un gros impact à la phase de fabrication. Pourquoi on vous dit ça? Pourquoi c'est intéressant par rapport à la durabilité? Beh, plus on vient allonger la durée de vie d'un produit, plus on va amortir cet impact dans le temps parce qu'on ne va pas refabriquer un produit 2 ans après, si je schématise, pour le racheter de nouveau. Mais à l'inverse, on va conserver le sien. Et donc cette grosse phase d'impact orange, on va la diminuer et c'est celle qui a un énorme impact. Voilà, et on a un petit peu de négatif à la fin parce qu'en fin de vie, on peut revaloriser certaines choses et donc on gagne, entre guillemets, un petit peu d'impact environnemental, même si c'est jamais gagné. C'est pour modéliser un petit peu tout ça. Et ça, c'est justement issu des études de l'ADEME qui sont très concrètes et très qualitatives. Alors une étude qui remonte un peu, hein, Charlotte, mais qui est complètement d'actualité encore. Ouais, c'est ça. L'étude, elle a été faite en 2018. Pour autant, les constats sont toujours les mêmes et sont même accentués pour certains produits comme le smartphone, où la phase de fabrication devient de plus en plus impactant. Les durées moyennes d'utilisation, enfin les durées totales qui ont été affichées, n'ont pas diminué, contrairement à ce qu'on pourrait penser depuis ces années-là. Voilà, on reste sur des durées qui sont tout à fait réalistes. Donc voilà, il faut vraiment considérer que ce constat est toujours d'actualité. Et d'où le fait que l'allongement de la durée de vie des produits est une des méthodes les plus efficaces d'éco-conception. C'est porté par pas mal d'enseignes, hein, que ce soit le pôle Ouais, ouais. éco-conception, l'ADEME, ainsi de suite. Oui, Super. c'est une vraie virtuosité d'allonger la durée de vie des produits quand on part avec des constats comme ce qu'on peut voir à l'écran. Peut-être juste un petit mot pour nuancer tout ça, parce qu'on s'est quand même posé la question, et l'ADEME a fait une étude sur ça qui est ultra pertinente. On pourrait se dire, sans vouloir passer trop de temps dessus, j'ai une vieille machine à laver, j'ai un vieux réfrigérateur qui consomme énormément d'énergie. Est-ce que réellement ça vaut le coup que je le conserve dans la durée et que je le renouvelle pas? On peut se poser la question, c'est une question qu'il faut se poser. Il y a une étude de l'ADEME, si je résume, j'ai à peu près les chiffres en tête, c'est dans 95% des cas, ça reste une bonne solution d'allonger la durée de vie de son produit. Dans
très peu de cas, des cas très spécifiques, par exemple, ça pourrait être les réfrigérateurs qui ont des impacts environnementaux spécifiques avec les gaz utilisés à l'intérieur ou ce genre de choses. Il peut être pertinent de changer pour un modèle plus vertueux, mais dans l'immense majorité des cas, conserver son produit plus longtemps reste une bonne solution environnementale au niveau de l'impact global. C'est important de le souligner aussi que dans certains cas spécifiques, il faut réfléchir aussi à la conso énergétique et d'autres effets. Merci François, ça m'a permis de pallier aux petits soucis techniques d'affichage, hein. Euh, pour enchaîner peut-être sur celle-là, donc effectivement, allonger la durée de vie d'un produit, initialement, il faudrait que le produit soit fiable. Donc on souhaite que le produit soit conçu pour durer, donc soit résistant aux contraintes d'utilisation. Il y a une autre manière assez simple de réparer son produit, on va le voir, enfin de faire prolonger la durée de vie de son produit, c'est de le réparer s'il a un problème. Donc pour ça, effectivement, il faut avoir les moyens de le faire, etc. Mais la réparation, c'est un vrai enjeu de l'allongement de la durée de vie des produits. Ben, on le voit avec les indices de réparabilité français, par exemple, et tout ce qui apparaît autour de ça. Et donc là, ici, on a un chiffre assez concret qui montre que en réparant ces biens d'équipement, on économise des kilos équivalents CO2, c'est-à-dire qu'on réduit de l'impact environnemental. Euh, voilà, ici, on a l'exemple d'une télévision où on peut remplacer un composant et donc où on vient réduire l'impact global par rapport au fait de jeter sa télévision ou en tout cas de plus l'utiliser si elle était non fonctionnelle. Donc en remplaçant une pièce, ben, on allonge sa durée de vie. Voilà. Ah, une autre manière de le Et il y a montrer des sur la... chiffres. Oui, oui, vas-y, Pardon, je pardon. sais pas si de mon côté, je vois un peu figé. Je sais pas si c'est ma connexion, mais là, ça le montre encore plus. Alors là, on est sur l'allongement de la durée de vie globale. On parle pas que de la réparation, mais du fait que ça soit fiable aussi de base. On a deux chiffres ici. Donc, on a un aspect d'abord économique par foyer, qui est un aspect primordial pour le consommateur, ce qui est évident. Comme le montrent énormément d'études, un des premiers freins à la réparation, c'est le prix. Et donc, le consommateur va se focaliser aussi sur le fait d'en avoir pour son argent quand il achète un produit. C'est une des premières choses qu'il regarde. Cette étude de l'ADEME montre que, alors on est sur 11 produits du foyer, 11 produits communs du foyer. Si on allonge leur durée de vie globale de 1, 2 ou 3 ans, eh bien, on se rend compte des économies qu'on vient faire par foyer qui sont assez conséquentes. On s'en rend compte ici et on se rend compte aussi de l'évitement des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces kilos équivalents CO2 qui sont évités, ça, c'est au niveau d'un foyer. Je vous laisse imaginer au niveau européen ce que ça représente. Et il y a les chiffres d'ailleurs dans l'étude de l'ADEME où on est sur des tonnes et des tonnes de kilos équivalents CO2 évités. Donc, c'est des études très concrètes qui montrent les effets directs de l'allongement de durée de vie d'un produit et économiques pour les foyers et environnementaux pour la planète. Et c'est pareil, ces chiffres, ils datent un Ouais, petit peu. Donc si on les remettait à jour avec les inflations et les augmentations de l'énergie, je pense qu'on aurait des valeurs encore plus hautes. L'allongement de la durée de vie, c'est, voilà, comme disait François, c'est la réparation. Ça peut être aussi tout bêtement des petits gestes d'entretien au quotidien et de manière récurrente, voilà, qui du coup ont pas de coût de réalisation et donc qui augmentent encore plus ces économies. ah, donc à l'échelle de l'entreprise, il y a des vrais enjeux donc écologiques, ça vous l'avez compris, économiques aussi sur le marché. Donc voilà, je crois que tout le monde il y a une adéquation et en tant qu'acteur économique, fabricant, distributeur, il y a un vrai sujet à traiter et sur lequel il ne faut pas attendre. Et il y a de plus en plus de dispositifs aussi qui accompagnent les entreprises dans des mesures d'éco-conception, tout un tas euh, d'offres aussi de l'ADEME, hein, pour accompagner les acteurs à soit éco-concevoir, allonger la durée de vie des produits, et en tout cas se saisir de ces thématiques-là. Parfait, donc ça c'était en guise introductive. On passe directement au cœur du sujet et répondre à cette question de ce qu'est la durabilité. On a voulu vous le montrer via une définition assez simple, et aussi vous le montrer en image. Là aussi, François, je te laisse présenter cette partie-là. Oui, il y a déjà une notion importante, alors qui se distingue bien en anglais, parce qu'on étudie beaucoup de textes anglais au niveau européen, par exemple, où on parle de sustainability, avec mon accent Frenchy, et on utilise un autre terme pour durée de vie du produit qui est plus durability. En France, quand on parle de durabilité,
on utilise potentiellement le même terme pour parler de durabilité au sens ESG, RSE, Sustainability, Objectif de développement durable, c'est-à-dire la durabilité au sens très large. Et la durabilité, la durée de vie du produit, qui est un scope qui est beaucoup plus spécifique que le développement durable, qui lui peut englober l'égalité homme-femme, le bien-être des salariés, voilà, tous ces genres de choses. Donc, il y a une précision à faire déjà. Aujourd'hui, on parle de durabilité du produit au sens durée de vie du produit, voilà, qui n'est pas sustainability. Pour une première définition, donc la durabilité du produit, elle se définit par son aptitude à fonctionner tel que cela est requis dans les conditions définies d'utilisation, de maintenance et de réparation, jusqu'à ce qu'un état limite final soit atteint. On va le voir par des graphes après, un état limite final, c'est typiquement une panne. Voilà, donc mon produit est fiable, il fonctionne très bien, je suis très satisfait pendant 5 ans. Et là, un beau matin, je veux tondre ma pelouse et ma tondeuse ne fonctionne plus. Donc on est sur un état limite. Mon produit a terminé sa première vie, si on peut dire, et on passe d'un état fonctionnel à un état limite. Et là, on a plusieurs solutions. Si le fabricant nous a mis à disposition des solutions, par exemple, on peut réparer son produit, ce qu'on espère. Donc, par exemple, on le répare. Donc, on trouve la pièce et on a une action de réparation et on repart en état fonctionnel pendant un certain temps qu'on estime, qu'on espère long, pour potentiellement arriver à un nouvel état limite et pourquoi pas refaire une réparation. Ce qui n'est pas infini évidemment parce que l'ensemble du produit s'use, mais ça permet en tout cas d'avoir, si on a des solutions à disposition, d'avoir un certain nombre de solutions pour poursuivre l'état fonctionnel du produit. Si à l'inverse, le fabricant, ou en tout cas moi, je me donne pas les moyens de trouver une solution ou le fabricant ne m'en donne pas, je ne peux pas réparer mon produit, je n'ai pas de pièces par exemple, et donc fatalement, j'arrive à un état limite final où je ne peux plus utiliser mon produit n'est plus fonctionnel. Donc il peut y avoir ensuite des solutions de recyclage et cetera dans l'économie circulaire comme on a vu, mais en tout cas en termes d'utilisation, en termes de durée de vie, d'utilisation du produit, on arrive à un état limite final et c'est ce qui représente, un petit peu la durée de vie d'un produit. La période de fiabilité, c'est la période durant laquelle on va avoir un état fonctionnel. Et donc ce qui définit, voilà, cet état limite, c'est ce qui vient casser cet état fonctionnel, hem donc il peut engendrer des actions de réparation pour continuer à utiliser son produit et je crois qu'on a des graphes juste après qui montrent un petit peu en termes de créneaux, voilà, ce qui est un produit durable, donc qui va avoir un état fonctionnel qui est allongé dans la durée, donc qui déjà, quand on parle de produit durable, hein, quand on est consommateur, pour être satisfait en premier lieu, on va pas penser qu'à la réparation d'un produit, on veut que son produit soit fiable. Si mon produit n'a pas de problème, c'est très bien. J'ai pas à chercher des solutions pour le réparer. Alors effectivement, ça engendre de l'entretien, beaucoup. C'est un des premiers leviers d'allongement c'est une responsabilité de l'utilisateur, du consommateur. Je pense qu'Anne-Charlotte en parlera après avec des infographiques qui sont très sympas. C'est un vrai levier. Mais en tout cas, voilà, mon produit est durable, donc je prends mes responsabilités, je l'entretiens. Il a été conçu pour résister aux contraintes. Son état fonctionnel dure. Et puis j'ai un premier état limite, potentiellement 10 ans après. Et si je trouve une pièce, par exemple, je le répare et je le repars en état fonctionnel. Un produit qui est peu durable, il va avoir une, période déjà de fiabilité qui peut être moindre, donc on va avoir des pannes qui arrivent plus tôt. C'est pas forcément dû à un manque d'entretien, mais il a été, moins testé, s'il a un moteur électrique, il a fait moins de cycles, par exemple, en laboratoire. Donc il a un premier problème. Je peux le réparer si j'ai de la chance. S'il est vraiment très peu durable, il n'est pas conçu pour être réparé non plus. Tout est collé, par exemple. Et donc là, on a un état limite final atteint. Et sinon, voilà, je peux effectivement le réparer et j'ai quelques autres créneaux pour espérer l'utiliser encore un petit peu. Voilà Oui. comment. Ouais, il Ouais, peut y avoir cette période d'immobilisation qui est plus longue quand on n'a pas anticipé de comment rapidement avoir accès à la pièce, trouver un réparateur qui soit, formé ou qui a accès à de la documentation et donc tous ces leviers qui permettent, on le verra ensuite, de favoriser la réparation. Donc, oui, tout à fait. Effectivement, la période d'immobilisation, on le voit à droite, là, potentiellement, ben voilà, ma tondeuse, elle est cassée. J'en ai plus besoin cette année. J'ai pas trouvé de solution. Bon, ben, je mettrai de l'énergie l'année prochaine, si j'en ai, ou alors 3 ans après. Si la solution est immédiate et que j'ai un QR code sur l'emballage, par exemple, et que tout est disponible, potentiellement, je vais me motiver à le faire et puis finir mon été avec une tondeuse fonctionnelle. Si on prend des exemples assez concrets. super. Merci pour cette définition. Une autre approche, hein, une autre balance, François? Oui, alors comme on l'évoquera brièvement, ces définitions-là sont définies dans des grands standards européens, plusieurs d'ailleurs. Il y en a un d'eux qui est le standard EN 45552
donc qui est issu d'une lignée de normes liées à la réparabilité, et qui schématise, en fait, qui synthétise la définition de la durabilité comme l'alliance de la fiabilité, donc cette période fiable du produit qui va durer sans avoir de panne, et si j'ai une panne, effectivement, la réparabilité du produit qui va me permettre de repartir en état fonctionnel. Cette association des deux, et d'une troisième chose qu'il est important de souligner, et je pense de plus en plus, c'est l'évolutivité du produit. Alors là, on a des schémas de smartphone, mais je pense on connaît tous le cas où, moi typiquement, là j'ai un smartphone qui est un petit peu abîmé d'ailleurs, qui est un iPhone et qui est un reconditionné, qui fonctionne très bien, mais qui commence à avoir des problèmes de mémoire, de ralentissement. Alors, il y a des choses qui sont gommées dans le temps, mais on a tous connu ce cas où ben, mon téléphone ne fonctionne plus, il rame, comme on dit. En tout cas, il est plus du tout maintenu à jour par les évolutions logicielles, ou alors je peux utiliser plus aucune application parce qu'il me faut la version 1.12 et que je ne peux pas l'installer, donc je ne peux plus utiliser mon smartphone. Ça, c'est l'exemple des smartphones, mais c'est une illustration de la manière dont s'intègre l'évolutivité dans le temps de mon produit pour qu'il puisse rester à jour, pour que le logiciel puisse continuer à marcher dessus, par exemple. Et ça fait partie intégrante de la durabilité d'un produit. Parce que ça peut être vraiment un événement limitant, un facteur limitant de plus pouvoir utiliser par exemple mon smartphone parce que le logiciel n'est plus fonctionnel, parce que la moitié des applications ne fonctionnent plus et que je suis frustré. Donc il y a des vrais leviers là-dessus. Il y a également de plus en plus d'IoT dans les produits. Alors, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose, hein, de vouloir mettre de l'électronique partout et des options partout. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, il faut que ces logiciels-là qui apparaissent de plus en plus soient plus évolués dans le temps, parce qu'on en retrouve de plus en plus. Il y a des applications mobiles, par exemple. Donc c'est un vrai sujet qui a de plus en plus de place dans la durabilité des produits. Surtout sur certaines familles de produits. Et derrière, on a vraiment cette juste balance entre fiabilité et réparabilité, où on retrouve sur le marché des fabricants qui vont vraiment faire un focus sur la fiabilité, sur fiabiliser au maximum un produit, et on admettra qu'il y ait un produit qui soit un peu moins réparable. En même temps, s'il n'y a pas de panne et qu'on la limite au maximum, on perd un peu en réparabilité. Tout au contraire, sur certaines familles de produits ou par des choix stratégiques, hein, de conception, la fiabilité va être moindre, mais par contre, on va vraiment mettre l'accent sur la réparabilité. Quoi qu'il en soit, cette balance nous permet, in fine, avec l'évolutivité pour certaines familles de produits, de travailler la durabilité d'un produit au sens de la durée de vie. Je ne sais pas si tu veux Oui. rajouter quelque chose là-dessus, Anne-Charlotte, ou pardon, François. Non, non, c'est très clair et tous ces éléments-là, en fait, ça fallait la transition avec la suite, mais c'est des éléments qui ont été pris en compte et qui ressortent dans les travaux de mise en œuvre de l'indice de durabilité. Pour faire un bref historique sur ces travaux-là, ces deux indices, donc réparabilité et durabilité, sont sortis dans le cadre de la loi AGEC, donc sorti en février 2020. L'indice de réparabilité a été mis en œuvre dans un premier temps à partir de janvier 2021 pour les premiers produits avec une extension en novembre 2022 et les indices de durabilité sont en cours de calcul par les fabricants sur les lave-linges et les télévisions pour les affichages début 2025. Et on retrouve vraiment dans cet indice de réparabilité deux blocs principaux. Le bloc fiabilité, où là, on va aller tester les performances du produit. Alors sur des lave-linges, on va aller tester des nombres de cycles. Par exemple, on va aller regarder des notions de garantie, de facilité d'entretien, donc tout ce qui est vraiment qui a trait à la performance du produit. Et après, un bloc réparabilité qui va reprendre du coup les éléments de l'indice de réparabilité et sur lequel on va aller voilà, dans vraiment des notions d'acte de réparation lorsque un état limite s'est présenté. Et l'indice de durabilité, s'il est étendu à des produits électroniques, comme cité par François, du type ordinateur et smartphone, intégrera également un bloc évolutivité. Donc ces trois notions, elles sont vraiment, il faut vraiment les combiner toutes les trois, donc fiabilité, réparabilité et évolutivité, pour pouvoir avoir cette grande casquette entre guillemets de la durabilité. Alors, ça nous permet de faire donc une petite overview des travaux de durabilité en France, donc, où on retrouve ces deux notions. Au niveau européen également, François, pour nous dire deux mots, hein, le sujet n'est pas de la réglementation, mais pour voir les travaux qui gravitent autour de ces thématiques-là. Oui, c'est important d'en parler sans faire un focus dessus parce qu'on pourrait passer des heures à en parler. D'ailleurs, on a fait des webinaires dédiés. Juste pour parler des grands textes, il pourrait y en avoir d'autres, mais des grands textes européens autour de la durabilité. On a le Right to Repair qui promeut les pratiques de réparation, voilà, qui est en évolution récente et voilà, qui
qui vraiment veut donner les moyens au consommateur final de pouvoir réparer son produit de plus en plus, qui veut encourager ça. On a le SPR, alors vous êtes sûrement familier avec les étiquettes énergie qu'on retrouve sur certains produits de consommation qui étaient gérés par les règlements éco-conception. Le SPR, on est sur une évolution, si on résume en fait, de ces règlements-là et qui prennent en compte de nouveaux aspects, comme la durabilité des produits. Donc c'est des aspects qui sont ciblés par cette évolution réglementaire qui est très lié au DPP, le Digital Product Passport, en fait, qui est l'outil concret de l'ESPR aujourd'hui, qui est un passeport produit avec un certain nombre d'informations qui permettent de suivre les informations sur le produit, sur l'ensemble de sa durée de vie. Et on pourrait y retrouver, pourquoi pas, alors c'est pas, moi j'aimerais bien, mais c'est pas, pour l'instant rien n'est clarifié, mais des indicateurs de réparabilité, par exemple, qui pourraient suivre le produit tout au long de sa durée de vie, qui pourraient faire partie de ces informations, de sa carte d'identité finalement. Donc voilà, ça c'est l'outil concret, le Digital Product Passport de l'ESPR. On a les Green Claims, qui est une directive qui vise à lutter contre les allégations qui engendrent, comment dire, qui induisent en erreur le consommateur. Tout ce qui est greenwashing, en fait, vous avez sûrement vu déjà dans la rue, moi ça m'arrive régulièrement, mais maintenant je fais un focus sur ça, mais on a des gros hashtags durables sur des camions de livraison par exemple, ou des gros éco-responsables. Des études montrent que dans plus de 50% des cas, il n'y a aucune justification derrière. Donc c'est quand même assez énorme au niveau européen. Donc ce texte-là vise à réduire ces allégations qui sont faites sans justification derrière, voire sans vérification de tierce partie, comme le fait Longtime, c'est-à-dire quand un fabricant est labellisé, il y a un auditeur qui s'est déplacé sur place et qui vérifie effectivement que la conformité à tous nos critères est là. Donc ce texte vient limiter... Ouais. Pardon, Elsa. Non, ce qui est intéressant sur ce texte, juste de clarifier que la réparabilité d'un produit est une allégation et considérée comme une allégation environnementale. Donc, quand je parle de durabilité de mon produit, je suis déjà dans la communication environnementale de mon produit. Donc, durabilité, réparabilité font partie de ces claims qui sont, en tout cas, qui se doivent d'être prouvés. Tout à fait. Et donc le dernier, là, qui est la CRCRD, donc, qui lui est relatif au reporting extra-financier. Donc il y a eu plusieurs termes un peu plus couramment utilisés, reporting RSE, anciennement elle s'appelait la NFRD. Donc ce règlement-là englobe tout un nombre de normes de rédaction de reporting extra-financier. C'est-à-dire que un reporting qui de base se basait sur des éléments exclusivement financiers doit inclure des éléments liés à la durabilité, cette fois la durabilité au sens large, au sens sustainability, et qui donc permet de mettre en valeur des actions qu'on fait, par exemple, pour promouvoir la durabilité de ces produits. Donc nous, on communique aussi sur le fait que le label long term se valorise très bien dans ce genre de reporting, dans de nombreuses normes et de nombreux paragraphes, voilà, qui, pour info, a été un petit peu reporté parce qu'il y a une certaine complexité derrière. C'est pour ça qu'on a fait une étude pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ce qui est demandé et de pouvoir promouvoir Longtime, par exemple, entre autres actions, assez clairement dans ce genre de reporting, parce que c'est une vraie plus-value, un gain de temps d'arriver à montrer ces éléments-là dans ce type de reporting. Voilà, pour une petite overview de ce qui se passe au niveau réglementaire. Le label ou des indices, hein, le fait d'avoir une croissance sur un indice de durabilité ou de réparabilité, ça peut offrir là aussi des moyens de valoriser ces efforts-là en suivant des pistes d'amélioration et donc en l'intégrant dans ces rapports. Voilà, j'espère que c'est plus clair en termes de notions. Donc on survole, hein, mais normalement vous devriez plus comprendre en tout cas où se situent les enjeux de durabilité, de durée de vie des produits. On passe maintenant à la dernière partie qui va être on va dire la plus étoffée, où Anne-Charlotte va nous détailler. C'est une discussion, n'hésitez pas aussi à interagir dans le chat et on aura une session de questions-réponses à la fin de cette troisième partie. Donc on va aborder les modèles de valeur de la durabilité, en tout cas tout ce qui gravite autour de l'allongement de la durée de vie des produits. Et on va commencer, on en a déjà longuement parlé, par les enjeux de la réparation. Là aussi, on vous montre des extraits d'une étude qui, je crois, est en cours de mise à jour, Anne-Charlotte.
C'est ça. Ouais. Donc c'est une étude et ça répondra à la question qui est dans le chat actuellement. C'est une étude qui s'appelle Les Français et la réparation, donc qui est vraiment sur la perception du consommateur vis-à-vis de la réparation. La dernière édition date de 2019 et la première de 2014. Donc c'est une étude qu'on refait tous les 5 ans. Donc nous sommes en 2024, nous sommes en train de la refaire. Le timing est bon. Cette étude, elle nous permet d'avoir voilà, vraiment des chiffres, des enseignements sur quel est du coup, le comportement du consommateur vis-à-vis de la réparation. Et donc là, ce qui en est ressorti en 2019, c'est qu'on a un tiers des Français qui font réparer ou qui réparent eux-mêmes leurs produits, avec 55% d'auto-réparation et 45% qui se tournent vers un professionnel. Ce qui est important, c'est que voilà, on a 85% des Français qui envisagent la réparation, mais le taux de conversion est faible, sachant qu'on n'a qu'un tiers qui le fait. Donc ça nous permet d'essayer de mettre en avant les freins à la réparation et quels sont les produits les plus faciles et les plus difficiles à réparer. Donc le top 8 des produits les plus réparables, voilà, on va retrouver des produits avec une certaine logique, comme le vélo ou la tondeuse à gazon. C'est des produits qui sont pas très complexes en termes de conception et qui sont facilement du coup réparables ou même auto-réparables. La tondeuse à gazon, vous la retournez, vous avez accès, enfin, vous pouvez changer la lame facilement, le moteur est assez accessible. Après, on va retrouver des produits avec une forte valeur affective, pas forcément un gros prix d'achat, mais de l'affectivité, des montres et des bijoux. Voilà, quand c'est le bijou hérité de la grande tante ou de la grand-mère, on a plus tendance à vouloir le faire réparer voilà, parce qu'il y a de l'affectivité autour. Le meuble, c'est pareil. Les meubles récents, on les fera moins réparer qu'un meuble qui est un meuble de famille qui date de je sais pas quelle époque. Et après, on va retrouver des produits qui ont des fortes valeurs d'entrée, d'achat, et du coup, bah, plus on met un prix d'achat élevé, plus on a envie de le faire durer et plus on va facilement vers la réparation. Donc le lave-vaisselle, par exemple, les lunettes, voilà, l'ordinateur, on a un côté affectif aussi avec le stockage de données. C'est toujours la guerre quand on perd son ordinateur en disant mince, j'ai perdu toutes mes données, j'avais prévu de faire une sauvegarde ce week-end, voilà, et elle est jamais faite dans les temps. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à pousser à la réparation. Et après les flop 8, à contrario, on peut l'expliquer sur deux grandes lignes. La première, c'est que le prix d'entrée est faible. Je vais prendre les grippins, les fers à repasser, même les imprimantes. Le prix d'achat est assez accessible, comme l'électroménager de salle de bain, et du coup on a plus tendance à dire bon bah c'est pas un gros investissement, je rachète plutôt que je répare. Et après tout ce qui est équipement de sport et loisirs, micro-ondes, réfrigérateur, c'est cafetière, c'est soit par méconnaissance du secteur de la réparation. Oui, les articles de sport se réparent et on le sait peu, soit par crainte. Le micro-ondes et le réfrigérateur, on a peur de les réparer parce qu'il y a le générateur d'air dans le micro-ondes, parce qu'il y a des fluides calorifiques qui peuvent être toxiques dans le réfrigérateur. Pour autant, il y a des réparateurs qui sont habilités et formés pour la réparation de ces produits. Donc une fois qu'on a fait ce top et ce flop, en fait, ça nous permet d'essayer de mettre en avant ce qui pousse à la réparation et ce qui freine à la réparation. Et l'étude de 2019, du coup, qui a mis en avant ces freins, a permis, on va les voir juste après les freins, Ouais, mais c'est de, important. de mettre en place aussi des législations pour répondre à ces freins. Allez, je vais vous les faire de tête. Ouais, désolé. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai la slide sous les yeux en vrai. Donc, je triche. Mais donc, ce qui facilitait la réparation, ce qui en était sorti, c'est un coût moins élevé. On en a beaucoup parlé de l'impact économique de la réparation, hein. Plus la réparation coûte cher, plus on est frilé de le faire. Il y avait un souci de visibilité des réparateurs. On ne savait pas que les réparateurs existaient, parce qu'il y en a peut-être moins aussi à une époque. On ne sait pas où les trouver. Les pièces détachées, si on n'a pas accès à la pièce ou si ça demande un taux d'immobilisation de l'appareil pendant une durée qui n'est pas concevable, forcément on va avoir des réticences à faire réparer. On a plus de difficultés à se passer d'un frigidaire qu'à se passer d'un micro-ondes ou d'un lave-vaisselle aujourd'hui. Pour autant, le frigidaire n'est pas moins réparé qu'un autre produit. Mais voilà, le temps d'immobilisation demande des adaptations. Euh, il y avait des notions de mise en place de garantie de la réparation et des indices de réparabilité et durabilité, voilà, qui avaient été soumis dans le cadre de l'étude. Donc c'est tous ces éléments qui avaient été révélés comme des leviers à la réparation. Le coût, on a le bonus réparation qui est en place et j'en parlerai juste après. La visibilité des réparateurs, on a à la fois des informations un petit peu dans l'indice de réparabilité, à la fois avec le bonus réparation où on a des annuaires de réparateurs labellisés, et il y a d'autres plateformes qui ont pu mettre en avant les différents réparateurs existants sur les territoires.
meilleur accès aux pièces détachées, il y a l'indice de réparabilité plus des réglementations dédiées qui ont été mises en place. La garantie de la réparation, on retrouve des éléments dans la réglementation européenne du droit à la réparation. Voilà, donc on a plusieurs choses. Et dans ce qui pénalisait la réparation, donc les freins qui avaient été identifiés, évidemment le coût. Donc c'est en réponse avec un coût moins élevé qui faciliterait. L'obsolescence, il y a des craintes vis-à-vis de l'obsolescence programmée, de l'obsolescence culturelle et compagnie. Ça, c'est un vrai sujet et ça fait partie des éléments sur lesquels on communique. L'obsolescence programmée est interdite en France depuis 2015. On est le seul pays dans le monde à l'avoir réglementé, cette interdiction. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Il y a d'autres types d'obsolescence. De l'obsolescence culturelle, de l'obsolescence réglementaire, de l'obsolescence marketing, mais l'obsolescence programmée, dans la définition stricte sensu, n'existe pas. Donc c'est un vrai sujet pour déjà faire comprendre ça et après aller travailler sur les autres types d'obsolescence. Il y a des craintes vis-à-vis de la réparation, hein. Il faut quand même être assuré et savoir pourquoi on fait réparer. Elsa, je peux partager moi si tu veux. Je l'ai ouvert, hein. Ouais, je veux bien. Je vais faire ça. Alors, attends. Parce que je te vois galérer. Ah, j'ai là. Hop. Hop, normalement c'est bon, vous voyez mon écran. Du coup, dans les autres choses qui pénalisaient, il y avait la complexité de la réparation. Quand on connaît pas, quand on sait pas, quand on connaît, voilà, on sait pas quelles sont les capacités, bah, ça peut faire peur. Et évidemment, le manque d'information. Donc voilà, tous ces freins et leviers, on les réactualise du coup en ce moment même. J'espère que les chiffres seront différents et qu'on pourra entre guillemets crier victoire en disant que ces freins ont été résolus et qu'on aura d'autres nouveaux freins pour aller encore plus loin dans le développement du marché de la réparation. Petite pause auto-promo, pardon, mais alors on voit ces freins et ces leviers. Vous le savez, on travaille focus sur la durabilité des produits et comment faire changer, évoluer les pratiques. Et donc, vous en entendrez très prochainement parler, mais on lance une application qui s'appelle Repairability et qui va vraiment accompagner tous les acteurs qui veulent améliorer, piloter la réparabilité de leurs produits et surtout connaître des pistes d'amélioration pour finalement rendre les produits plus réparables. Donc c'est très facile, on parlait de cette balance fiabilité-réparabilité. La réparabilité, c'est une des premières actions à mettre en place qui est accessible à tous. Donc voilà, on a hâte de vous présenter cette solution logicielle pour piloter ça en interne. Fin de la promo sur nos travaux. Donc les fonds réparation, je vous en parlais très brièvement tout à l'heure pour répondre aux freins du coup, c'est des aides pour le consommateur. C'est-à-dire que en tant que consommateur, vous voulez faire réparer un produit, vous vous rendez chez un réparateur labellisé. Donc je vais représenter les labels juste après. Vous avez une réduction sur votre facture. Moi, j'ai fait le test avec mon téléphone en novembre dernier, j'ai changé la batterie. C'était 50 € le prix de la réparation. J'en ai payé 25. Et après, le réparateur, lui, va faire la démarche auprès des éco-organismes pour aller récupérer le reliquat et du coup les 25 € manquants. Donc il y a deux fonds qui sont en place et actifs aujourd'hui. Il y a le fonds sur les produits, les équipements électriques et électroniques, donc les 3E plus communément appelés, qui est piloté par deux éco-organismes qui sont tous les deux agréés, c'est Écosystème et Écologique. Pour les réparateurs qui peuvent vous faire bénéficier de ce fonds, sont labellisés Quali Répare et les réductions vont de 15 € à 50 € en fonction des types de produits. Il faut savoir que cette réduction, on a fait un peu des analyses, elle permet de baisser le coût de la réparation en dessous ou au seuil des 30% du prix du neuf, quasiment systématiquement. C'est un seuil qui a été défini comme un peu psychologique, c'est-à-dire que si la réparation elle coûte plus de 30% du produit neuf, on va avoir des frilosités à y aller. Et donc ce bonus permet vraiment de franchir ce cap. Il y a eu, voilà, ça fait. On va bientôt fêter les 2 ans de ce bonus et le nombre de réparations est toujours croissant à travers ce bonus. Et les réparateurs étant labellisés, il y a une vérification des compétences des réparateurs avant qu'ils aient la labellisation. On retrouve un fonds similaire sur textile et chaussures. Donc c'est l'organisme Refashion qui gère ça. Le label est le même. Et du coup, les aides vont de 8 à 25 €. Sur les textiles et chaussures, c'est à la fois du rapiessage quand il y a un trou,
du raccommodage, de changer une fermeture éclair, de remettre des patins, de resembler une chaussure. Donc c'est voilà, tous les actes auxquels on se dit, bon, non, on peut pas, ma sneaker, c'est la semelle qui est trouée, on peut pas la changer. Bah si, en fait. Allez chez un cordonnier labellisé, il va savoir le faire. Et en plus, vous allez être accompagné financièrement pour cette démarche. Il y a d'autres fonds qui sont en cours de déploiement. Le fonds sur les sports et loisirs, alors avec une consonante cycle dans un premier temps, sur le bricolage et jardinage. Alors là, c'est en cours de déploiement et j'ai appris ce matin, et donc c'est pour ça que c'est pas sur les slides, qu'il y avait les fonds sur les meubles aussi, meubles et literie, voilà, qui est en cours de déploiement. Il restera après, de mémoire, les jouets qui sont dans le scope des fonds. Mais ça, j'ai pas de date d'application à vous donner. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces fonds, ils sont suivis régulièrement. C'est les éco-organismes qui les pilotent. C'est des fonds privés. C'est des fonds qui sont cherchés au niveau des fabricants. C'est pas de l'argent public, hein. C'est vraiment de C'est l'argent la privé. Donc fameuse éco-participation. voilà, c'est ça, les éco-taxes et compagnie que vous payez lors de vos achats qui sont du coup reversés directement aux consommateurs. Ces fonds, ils sont suivis par les pouvoirs publics avec une délégation au sein de l'ADEME. Donc on a des collègues qui sont dédiés sur ça. On a des réunions très fréquentes pour vérifier que les fonds fonctionnent et sont bien pris en compte par le consommateur. Et ces fonds sont même, pour être très transparents, suivis au niveau de l'Élysée directement. Donc c'est un vrai outil pour la transition écologique et un vrai outil pour l'allongement de la durée d'usage des produits. La deuxième consonante dans l'allongement de la durée d'usage des produits dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'entretien. Il y a un chiffre qui est clé, c'est 50 à 70% des pannes en retour SAV, donc dans les 2 premières années, sont liées à un non-entretien du produit. Non-entretien du produit, c'est à la fois la réalisation des gestes d'entretien, d'aller détartrer sa cafetière, d'aller nettoyer son filtre de vidange, d'aller dépoussiérer ses grilles de refroidissement du frigo, mais c'est aussi la mise en service. C'est-à-dire poser sa télé au bon endroit, pas coller au mur, pas en plein soleil, ne pas coller le frigo au fond de l'encastrement, lui laisser 15 cm derrière, enlever les vis qui maintiennent le tambour sur le lave-linge. On voit des photos de lave-linge exploser, hein. Les vis ont beau dépasser de 40 cm, elles ne sont pas toujours enlevées. Donc voilà, donc c'est un vrai moteur. On s'est rendu compte que les gens mettaient moins d'argent dans l'entretien de leurs équipements. On s'est rendu compte aussi, donc c'est une étude qui date de 2022. Une étude que les gens connaissaient les consignes, même s'ils les connaissent, ils les appliquent pas forcément. Donc il y a tout un travail pour essayer de massifier ça, massifier cet entretien et faire que ça devienne un automatisme chez le consommateur. Et donc pour ça, il y a une campagne d'entretien qui a été faite récemment en lien avec le GIFAM, donc qui est la Fédération des fabricants d'électroménagers, Fnac Darty, donc ça c'était et l'ADEME, c'était le trio de base. Et finalement, on s'est dit que fallait élargir pour que on massifie le message. Et du coup, on a été rejoint par Boulanger, Electrodépôt, But et Conforama. Donc tous les distributeurs en fait d'électroménagers ont fait une campagne commune. Le but, c'était d'aller viser les 18-45 ans qui sont globalement le public qui achète ses premiers électroménagers, voilà, pour leur donner des consignes. Et donc la campagne a été faite avec un slogan un peu accrocheur qui est il faut qu'on parle. Et en conclusion, un appareil, c'est comme une relation, ça s'entretient. Et du coup, normalement, il y a des petits visuels voilà, qui apparaissent. Donc on a focalisé sur 4 produits, l'aspirateur, le lave-linge, le lave-vaisselle et la machine à café. On est volontairement parti sur un ton un peu humoristique pour essayer de saisir. Voilà, moi j'ai fait partie des gens, c'était la campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux. Moi j'ai fait partie des gens qui ont été fléchés sur ces visuels et ça m'a fait beaucoup rire de les voir alors que je les connaissais. Donc voilà, donc ça marche toujours. Donc ça c'était vraiment le visuel d'accroche avec la phrase un peu choc, voilà, je mets une vie tambour battante pour un lave-linge. Le lave-vaisselle qui dit je veux que tu mettes du sel dans ma vie et compagnie. Et après, on a développé par produit 4 ou 5 visuels qui mettent vraiment en avant les gestes d'entretien. Donc voilà, pour la cafetière, il faut nettoyer la cuvette d'égouttage, vider et nettoyer le marc de café, le réservoir, et puis 3 à 4 fois par an, faire un détartrage. Sur le lave-vaisselle, c'était les nettoyages des filtres, le nettoyage des bras d'aspersion. Moi, je me demande bien qui nettoie ces balais d'aspersion une fois par mois. Le nombre de. Alors, je le faisais pas avant d'arriver à l'ADEME, je vais être honnête, mais maintenant je le fais et je le fais même chez les gens qui me disent: ah, mon lave-vaisselle ne marche pas très bien, mais les assiettes à rang sur 2. Non, on va nettoyer les bras et ça va bien marcher. Voilà.
nettoyer les joints, les filtres, les pompes de vidange et compagnie. Sur l'aspirateur, évidemment, vider le collecteur. Il y a des gens qui, tant qu'il y a de la place dans le bac, ils aspirent, ils aspirent. Mais non, on sait que voilà, c'est au deux tiers, il faut que les filtres puissent respirer et capter et laisser passer l'air. Voilà. Et puis l'aspirateur, ça se nettoie, hein, ça collecte de la poussière, mais ça en accumule aussi. Donc faut pas hésiter à passer un coup d'éponge humide, voilà, pour évacuer la poussière, sinon le moteur s'encrasse et tourne, enfin force en tournant et puis finit par chauffer et malheureusement cramer. Et sur les lave-linges, lancer des cycles à haute température en ouvrant le lavage à froid, c'est très bien parce que c'est beaucoup moins énergétique. Pour autant, il est important de faire des lavages à chaud, donc 60, 95, 90 en fonction de ce qu'offrent vos machines. Ça permet de décoller toutes les crasses qui peuvent s'accumuler un petit peu dans les tuyaux. Donc voilà, alors une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voilà, n'hésitez pas, vous lavez vos draps, mettez à 90, les draps ils supportent très bien et ça fera du bien à votre machine. Le filtre de vidange, on retrouve des pépites dedans, on retrouve des pièces, on retrouve des barrettes, même des chaussettes de temps en temps. Donc si vous cherchez des chaussettes, lavez votre filtre de vidange et puis c'est important de le nettoyer parce que sinon la pompe se bloque et vous cassez votre lave-linge. Voilà, donc plein de petites consignes comme ça. L'idée était vraiment d'avoir un ton un peu humoristique, mais de passer des messages un peu choc aussi pour montrer que l'entretien est un vrai levier et mine de rien, voilà, ça permet d'économiser de l'argent parce que plus vous entretenez, moins ça tombe en panne, moins vous dépensez d'argent et moins vous rachetez d'appareils si jamais c'est pas réparable. Ça Donc offre l'entretien est un vrai vecteur. Ouais, ça offre vraiment l'approche de responsabiliser les utilisateurs et je pense que ça peut être très inspirant aussi pour des fabricants, pour des distributeurs de voilà, de jouer sur ce ton, des nudges ou en tout cas humoristique pour, petit à petit, vraiment conscientiser et aider à quoi, que ce soit, via des tutos, via des mailings. Enfin, il y a tout un tas de méthodes qui peuvent être mises en place, et du fabricant et du consommateur pour finalement, éviter ces pannes, au maximum, quoi. Et pour peut-être ajouter un petit mot sur ça, donc c'est vrai que moi, le premier, je suis pas forcément le meilleur élève, hein, je lis pas la notice d'utilisation peut-être en entier quand j'achète un produit. Je pense qu'on est assez rare à le faire, donc il faut aussi donner envie dans les notices, par des schémas, par des choses très simples, à l'utilisateur de s'y intéresser dès le début. Quand on a des guides d'installation rapide, par exemple, on sensibilise avec des messages comme on voit à l'écran, par exemple. Il y a un vrai enjeu de l'entretien, comme les chiffres le montrent. Mmh. Il y a une autre chose, c'est on parlait enfin, je parlais tout à l'heure de l'IoT, qui a des biais aussi environnementaux parce qu'on rajoute de l'électronique. Par contre, une des choses intéressantes, c'est qu'on a de plus en plus d'applications qui peuvent remonter les indicateurs de maintenance. Et ça, c'est des pratiques qui marchent très bien. L'utilisateur a rien à faire. On a notre aspirateur robot qui nous dit bon, ben, nettoyage filtre. Ou alors ça fait Ou 2 ans, ou alors indicateur sur la batterie, batterie déchargée depuis trop longtemps, parce qu'il y a des enjeux sur les batteries. mmh. Plein de choses. Ça peut aussi être des vrais leviers d'indicateurs assez simples, parce qu'aujourd'hui on a toujours notre téléphone à la main, ben, qui nous sautent à l'œil et qui font une vraie différence. Donc il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver aussi pour promouvoir ça et le fait de mieux entretenir ces produits. Et même les voyants sur les équipements, on a tous un Les machines lave-vaisselle à avec un caler. voyant quand il faut Mmh. en mettre du sel ou du liquide de rinçage, tout le monde le fait, c'est très simple. Voilà, Ouais. on a sur les lave-linges, sur les machines à café, il y a des voyants et donc c'est aussi toutes les discussions qu'on peut avoir avec les fabricants dans le cadre de l'indice de réparabilité et durabilité, de savoir comment on peut améliorer en fait toute cette et faciliter tout cet entretien. Voilà, par des conceptions mises à jour. On sait que la conception, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais avec Évidemment. un peu de temps et de volonté, on arrive à ce que les choses évoluent dans le bon sens. Autre sujet. Et du coup, le troisième sujet, c'est le reconditionnement. Euh, Voilà. le reconditionnement, qu'est-ce que c'est? C'est des produits qui sont passés au statut de déchets et qui sont remis sur le marché avec un niveau de finition équivalent à celui du moment d'achat du produit. Cette définition, elle est toute nouvelle, elle est dans le règlement ESPR qui est sorti il y a 2 mois maintenant. Euh, donc le principe, c'est de dire on part d'un déchet, on va le remettre en état. Donc si on prend le cas du smartphone, on va commencer par effacer toutes les données. C'est la première étape, rassurez-vous, il n'y a pas une donnée de la personne, l'utilisateur numéro 1 qui arrivera dans les mains de l'utilisateur numéro 2.
Donc n'hésitez pas à sortir les téléphones de votre tiroir pour les donner. Voilà, parce que je sais que ça fait partie des grosses craintes. Mais voilà, les données vont être effacées, les produits vont avoir des protocoles de test harmonisés, entre guillemets, répétitifs pour être sûr que toutes les fonctionnalités sont présentes. Après, le niveau de finition, et vous le connaissez tous sur le reconditionné, on peut avoir des grades différents. Voilà, si l'écran il est rayé et qu'il y a une énorme rayure, on pourra pas. L'écran sera pas. À partir du moment où ça gêne pas la fonctionnalité, l'écran sera pas changé d'office. Par contre, si l'appareil photo, la vitre est cassée, là ça va gêner la fonctionnalité, donc ça sera changé par exemple. Donc ça voilà, c'est pour le reconditionnement. Le but c'est on consomme pas de matières premières du coup, très peu. Là c'est voilà, c'est 82 kilos sur un smartphone de matières premières d'économiser. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, pardon, c'est une réduction de 87%, ce qui est énorme, surtout quand on voit le nombre de produits qu'on a dans les mains du type smartphone et compagnie. Et le reconditionnement est garanti. Voilà, il y a une période de garantie, donc faut pas avoir peur. Alors ça arrive que de temps en temps, on reçoive un produit en se disant bah oui, la batterie elle est qu'à 80%, je suis pas très satisfait. Bon bah allez, on contacte le fabricant et le revendeur, et puis ça se fait. Après, les batteries sont changées, si elles sont toutes testées, elles sont changées à partir d'un certain seuil. J'ai plus le seuil en tête pour être honnête. Mais si le téléphone, quand vous le récupérez pour reconditionnement, il a 50% de capacité de batterie, la batterie elle sera forcément changée. Après, s'il a 80-90%, il n'y a pas forcément d'intérêt à changer la batterie. Voilà, donc ça c'est des protocoles, des tests qui sont faits systématiquement. Le reconditionnement sur les téléphones, je vous en parle pas parce que tout le monde le connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ça se fait sur plein d'autres produits. Ça se fait sur des ordinateurs, ça se fait sur des télévisions, ça se fait sur de l'électroménager. On trouve de plus en plus de corners seconde main. De seconde main reconditionnement dans les magasins. Ça se fait sur les articles de sport et loisirs, ça se fait sur le textile aussi. Donc voilà, faut pas avoir de crainte, et ça se développe énormément, et c'est vraiment un marché qui est vertueux parce que c'est des déchets qui partent pas à l'enfouissement. Alors certes, ils sont pas valorisés en plus que ça, mais ils seront valorisés à la fin de la Xème vie, une fois qu'ils auront été reconditionnés une fois, deux fois, trois fois et plus, si on l'espère. La valorisation, elle sera toujours présente. La valorisation matière, l'enfouissement, si on peut l'éviter, tant mieux. Et voilà, ça fait partie des moyens d'éviter. Et accessoirement, il y a un gain économique parce qu'on part de déchets en termes de matières premières, et du coup, qui coûte beaucoup moins cher que de l'extraction neuve. Il y a un autre concept qui est à peu près similaire, et voilà, qui va encore plus loin que le reconditionnement, c'est la remanufacture. Alors on entend parler remanufacturage, remanufacturing, il y a différents termes. C'est à peu près le même principe que le reconditionnement, c'est-à-dire qu'on va partir d'une carcasse, on va la remettre en état, la nettoyer, la tester, vraiment avec des process industriels. La différence, c'est que le niveau final de l'objet remanufacturé, il doit être l'équivalent d'un produit neuf. Là, le reconditionnement n'est pas un produit neuf, mais au niveau de l'état d'origine, la remanufacture, on va à un produit neuf d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si je vais remanufacturer un téléphone, c'est que je peux le vendre comme produit neuf et comme produit qui n'a jamais eu de première vie. Voilà, en termes de compétences, de performance, de niveau d'état et compagnie. Ces deux concepts, c'est des vrais concepts de rétention de valeur. C'est-à-dire on va redonner de la valeur au produit, et du coup, on va pouvoir lui offrir une Xème vie. Et la remanufacture, c'est un peu compliqué à percevoir, mais un exemple très concret, il y a une société voilà, en Angleterre pardon, qui fait de la remanufacture d'ordinateurs. Vous recevez l'ordinateur, vous avez l'impression qu'il est neuf, il y a juste un petit sticker, ce produit remanufacturé. J'ai vu de la remanufacture de réservoirs AD-Blue. On a tous eu un problème avec notre réservoir AD-Blue sur la bagnole, avec la pompe, le produit qui cristallise dans la pompe. C'est une panne, c'est entre guillemets un défaut de conception du réservoir. Il y a des gens qui récupèrent des tas et des tas de réservoirs, j'ai vu des montagnes moi, de réservoirs, et en fait qui les prennent, qui réparent le problème sur le réservoir, qui les nettoient, qui changent les cartes électroniques s'il y a besoin de les changer, et qui les redonnent neufs, enfin qui les revendent comme neufs. Mais du coup, le niveau de performance est même supérieur au neuf parce qu'il n'y a pas la panne de conception. Voilà, donc quelques exemples très concrets de la remanufacture. Ça mériterait de faire un sujet, parce que c'est assez pointu, même d'utiliser des cas et ainsi de suite. Donc ça fera peut-être l'objet d'un nouveau webinaire. Là, c'était une autre manière de boucler la boucle. On a commencé avec l'économie circulaire. Là, on revoit avec cet autre schéma toutes les pratiques qu'il y a. Voilà, donc cette subtilité-là qui peut y avoir pour, vous avez vu, systématiquement
faire cet effet de boucle et arriver le moins possible en fin de vie, de manière à ce qu'il y ait de plus en plus d'utilisation. Voilà. Super. Il y a une étude Merci. ADEME Ouais, qui est disponible. Vous tapez remanufacture ADEME sur tout bon moteur de exact. recherche et elle est disponible, c'est pour les curieux. Top, merci beaucoup Anne-Charles. Je veux bien que tu passes à la dernière slide. Alors, sans rentrer dans les détails, mais ça fait le parallèle. On a fait une étude d'impact avec Longtime auprès soit des labellisés, soit des clients qu'on a accompagnés dans de la formation ou dans de l'amélioration des pratiques. Et on leur a posé la question, est-ce que cela a instauré de nouvelles pratiques vertueuses dans vos fonctionnements? Et on retrouve, vous le voyez de manière assez nette, ce reconditionnement dont on parlait. Hein. Alors bon, il n'y a aucune, ceux qui, on va dire, les meilleurs de la classe qui ont peut-être tout ou qui voilà, n'ont pas été plus inspirés que ça, mais voilà, le reconditionnement, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais il y a aussi la location, l'économie de la fonctionnalité, qui sont aussi des pratiques qui gravitent autour de la durabilité. On parle de conception modulaire, bon, de la réparation très largement, des services d'entretien et de maintenance. Donc voilà, on voit que dès qu'on met un pied dans ce sujet, c'est porteur, ça permet de dynamiser, c'est innovant et voilà, donc c'est que du positif et je ne peux inviter que les participants qui sont là à se saisir de ces sujets, hein, si ce n'est déjà fait. Et ça me donne l'opportunité de vous demander s'il y a des questions, si